bienvenue dans le débat consacré à la guerre entre Israël et le Hamas. Quelle solution pour l'après? Benyamin Netanyahou a réitéré son opposition à un plan de paix à deux États, malgré la pression de Joe Biden ce week-end. Les ministres israéliens et palestiniens des Affaires étrangères sont à Bruxelles. Ils s'entretiennent séparément avec leurs homologues européens réunis pour préparer une issue au conflit. Israël doit accepter une solution à deux États pour mettre fin à la guerre et garantir sa sécurité, ont souligné les chefs de la diplomatie européenne. Dans ce contexte diplomatique, l'armée israélienne a livré d'intenses combats contre le Hamas à Khan Younes et annoncé avoir pris le contrôle de postes de commandement du Hamas de la ville du sud de la bande de Gaza. Par ailleurs, en Israël, des proches des otages ont fait irruption à la commission des finances de la Knesset. Ils exigent que le gouvernement israélien fasse davantage pour obtenir la libération des membres de leur famille. Gadi Eisenkot, l'ancien chef d'état-major israélien et membre du cabinet de guerre, a demandé l'organisation d'élections dans les mois qui viennent. Le coordinateur pour la Maison-Blanche, Brett McGurk, retourne, lui, dans la région, en Égypte et au Qatar. Alors, que peut-on retenir de la réunion des chefs de la diplomatie européenne et quelles sont les options pour l'après-guerre, alors que Netanyahou et Biden sont entrés dans un dialogue de sourds? Quid de la question des otages? Les oppositions au Premier ministre israélien se multiplient. Que vont faire les États-Unis alors que le coordinateur pour la Maison-Blanche retourne dans la région, notamment en Égypte et au Qatar? Israël-Hamas, la guerre des après, voilà le titre de l'émission. On en parle avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Marc Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de la paix maintenant, bienvenue dans le débat. Marc Semo est avec nous ce soir. Bonsoir Marc, bonsoir. Journaliste spécialiste des relations internationales, également collaborateur au Monde et à Challenge, bienvenue. Nous avons avec nous en direct de Beyrouth Anthony Samrani. Bonsoir, vous êtes rédacteur en chef adjoint de L'Orient Le Jour. Bienvenue à vous. Bonsoir. Avant de démarrer cette discussion, je vous propose d'écouter Josep Borrell, alors que les ministres des Affaires étrangères sont réunis en Europe, les ministres des 27, mais également le ministre palestinien des Affaires étrangères et le ministre israélien des Affaires étrangères. On écoute Josep Borrell. Je pense que nous devons arrêter de parler de la paix, du processus de paix. Et nous devons plutôt commencer à parler plus concrètement de la solution à deux États. Parce que la paix peut signifier beaucoup de choses différentes. De quelle paix parlons-nous exactement? Commençons à parler de ce que nous voulons vraiment faire. Et on écoute tout de suite Benyamin Netanyahou, c'était vendredi dernier. Quel que soit l'accord qui interviendra dans un avenir proche, qu'il y ait un accord ou qu'il n'y en ait pas, l'État d'Israël devra avoir le contrôle de la sécurité sur l'ensemble du territoire situé à l'ouest du Jourdain. C'est une condition nécessaire, qui est en contradiction avec l'idée de souveraineté palestinienne. Que faire? J'ai dit cette vérité à nos amis américains et j'ai également stoppé la tentative de nous imposer une réalité qui nuirait à la sécurité d'Israël. Un Premier ministre israélien doit être capable de dire non même à nos meilleurs amis et de dire oui si c'est possible. Marc Lefebvre, on est dans un dialogue de sourds là, entre Netanyahou, Joe Biden et maintenant les Européens. C'est pas ce dialogue de sourds, il est là depuis longtemps, il est là pratiquement depuis toujours. Mais il le martèle à nouveau, alors qu'il avait eu Joe Biden au téléphone. Quand vous écoutez Benyamin Netanyahou, il est là uniquement pour sa survie politique. Sa survie politique, elle est basée sur le fait qu'il n'y ait pas de solution au conflit israélo-palestinien. S'il y a l'amorce du début d'un petit épisode qui amène une issue vers une solution, sa coalition gouvernementale s'effondre. Donc, de toute façon, la motivation de Netanyahou, c'est pas le bien du peuple d'Israël, c'est pas la survie de la sécurité d'Israël, c'est sa survie politique. Donc, de toute façon, le dialogue de sourds est là depuis toujours. Et, si vous voulez... Donc, on est dans une impasse aujourd'hui sur cette question justement de l'après. On est encore plus loin d'une solution à deux États qu'on ne l'était avant le 7 octobre. On peut accumuler toutes les raisons pour lesquelles cette solution à deux États, pour lesquelles moi je me bats, que c'est la solution que j'ai toujours défendue, on peut accumuler les raisons pour lesquelles cette solution est très très lointaine. Et elle ne pourra revenir à l'ordre du jour que si le monde entier s'implique. Parce que les acteurs locaux, compte tenu de leur mauvaise volonté, des rapports de force et de leurs faiblesses respectives, sont incapables de mettre en place le début de cette solution à deux États sans une intervention massive, non seulement de l'Europe, mais des pays arabes qui y ont intérêt et des États-Unis qui s'y sont engagés.
Marc Semo, il y a une implication, donc, pour rebondir sur ce que vient de dire Marc Lefebvre, une implication des Européens, en tout cas. Est-ce qu'elle porte la voix des Européens? Ça, c'est aussi une question au C'est la Proche-Orient. première question, parce qu'effectivement, la solution à 2 États est la seule solution raisonnable. Mais pourquoi il n'y a pas d'alternative? Mais il n'y a pas d'alternative. Mais cette solution, elle est là depuis longtemps, c'est un retour aux fondamentaux, mais de fait, elle ne s'est jamais concrétisée. Et le problème est là. Alors, on voit actuellement Netanyahou refuser les pressions qui sont très réelles des États-Unis pour la solution à 2 États, parce qu'effectivement, c'est la seule raisonnable. On voit mal comment les Européens pourraient faire des pressions. C'est ce qui est quand même très frappant dans cette crise. C'est que l'Union européenne, les 27, sont le premier partenaire commercial d'Israël. Ce sont aussi les premiers donateurs d'aide aux Palestiniens. Les premiers ou les seconds, ça dépend des moments. Oui. Donc ils ont des leviers. Mais ils sont non seulement impuissants, mais aussi totalement inaudibles. Et pourquoi? Alors, ils sont divisés. Ils sont dans une impasse parce que, bon, à raison d'ailleurs, mais ils ont mis le Hamas comme organisation terroriste dans la liste d'organisations terroristes, donc on ne négocie pas avec le Hamas. Ils n'ont pas l'oreille de Netanyahou qui profondément les méprise parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas un réel pouvoir. Et donc on est dans une situation où les Européens répètent cette solution à 2 États. C'est ce que dit Borrell, il a raison, mais en même temps, oui, c'est purement incantatoire. C'est le mantra qui est là depuis 30 ans. Alors, la vraie question, c'est de comprendre pourquoi ça a capoté après Oslo en 1993 et à partir de là, essayer d'éviter les mêmes erreurs. On va, je pense, en parler ce soir. On va y revenir. Le cœur de la question est là. Anthony Samrani, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit sur ce plateau? Est-ce que vous pensez que la solution à 2 États n'a pas d'alternative, mais qu'en même temps, elle n'a jamais été aussi loin que maintenant d'être remise véritablement sur la table? Oui, je suis tout à fait d'accord. Clairement, quelque part, le 7 octobre a complètement enterré aussi l'idée qui était présente chez certains Palestiniens, mais aussi chez une minorité d'Israéliens, d'une solution à un État, que ce soit un État confédéral ou un État binational. Donc la solution à 2 États apparaît plus que jamais comme la seule possible. Cela dit, personne n'en veut. Vos interlocuteurs ont parlé de Netanyahou. Bien sûr, Netanyahou fait tout depuis au moins 2 décennies pour enterrer cette solution, mais le problème dépasse largement Netanyahou. Aujourd'hui, si Lapid était élu Premier ministre ou si Benny Gantz était élu Premier ministre, il n'y a absolument rien qui garantit qu'ils en feraient plus pour aboutir à ne serait-ce que relancer le processus de paix. Marc Lefebvre, vous êtes d'accord avec cela? Non, pas vraiment. Vous pensez que si effectivement vraiment, Yair je pense Lapid, que s'il y avait si, des élections aujourd'hui et que justement que l'opposition gagne, que ça ne soit plus Netanyahou qui soit au pouvoir, il y aurait une petite chance d'un processus de paix avec 2 États? Oui, les sondages montrent que s'il y avait des élections demain, c'est une majorité de centre-droit, modérée, mais de centre-droit, qui aurait le pouvoir, mais qui aurait le souci de maintenir le soutien des États-Unis et de garantir le soutien des États-Unis. Et pour garantir le soutien des États-Unis, il faut montrer sa bonne volonté pour aller vers un processus de paix. Mais c'est une démarche qui sera extrêmement longue, extrêmement prudente, avec beaucoup de garanties et beaucoup d'étapes intermédiaires. Il y a déjà des débats à l'intérieur de la société israélienne qui vont dans ce sens. Alors ce pas des débats qui sont animés par la gauche pacifiste, c'est des débats qui sont animés par une droite réaliste de gouvernement qui dit qu'il faudra de toute façon y passer, mais à travers un certain nombre d'étapes, ça prendra des années et ça ne pourra marcher que s'il y a une implication internationale et surtout une implication des pays arabes du Moyen-Orient, avec en tête l'Arabie saoudite. Parce que là, je cite un sondage Israel Democracy Institute qui a posé la question suivante. Israël doit-il accepter le principe de la solution à 2 États afin de continuer à recevoir l'aide américaine? C'est un sondage qui est paru dans le monde diplomatique. Seuls 35% des Israéliens ont répondu oui. 52% des Israéliens refusent une telle option. Donc pourquoi, en fait, le traumatisme est trop présent, le traumatisme du 7 octobre? Le problème, c'est qu'avant même ce sondage, il y avait déjà d'autres sondages avant, où il y a une baisse régulière de la foi dans la solution à 2 États. On est passé, il y avait quelques années, c'était genre 46% des Israéliens qui étaient pour. Maintenant, on est passé à beaucoup moins. Et ce qui s'est passé depuis le 7 octobre a encore accentué le phénomène. Le problème, c'est que la solution à 2 États et le processus d'Oslo partaient d'une hypothèse et d'une intuition qui n'était
qui était assez fine, c'était de dire, voilà, on laisse de côté les problèmes les plus délicats, la question de Jérusalem, la question du retour, parce qu'avec la dynamique qui va s'enclencher, la confiance qui va naître, il sera possible ensuite de dépasser les problèmes. Or, cette question de la confiance, qui était quand même le pilier de l'idée du processus, déjà, elle a été plombée à l'époque, avec, d'un côté, déjà l'extrême droite, Netanyahou, déjà les suprémacistes, l'assassinat de Rabin côté israélien et côté palestinien, le Hamas déjà, mais même l'autorité palestinienne, à commencer par Arafat, était plus qu'ambiguë. Donc cette confiance ne s'est jamais créée. Est-ce que vous pensez sérieusement aujourd'hui que la confiance peut exister après ce qui s'est passé le 7 octobre? Mais c'est la question. Après, c'est la question. laisse-moi finir. Oui, Quelque chose qui est ressenti comme une menace existentielle par Israël et les 25 000 morts palestiniens à Gaza. Donc, Marc il Lefebvre, faudra d'accord des avec vous. années avant Mais quand vous dites de des recréer années, un climat de confiance. quelle peut être la première étape? Alors, Parce que- quand même un petit point. Après, je vous Je fais suis réagir, d'accord avec Anthony vous sur Samrani. quelles étaient les hypothèses des accords d'Oslo de 93. Et ces hypothèses se sont révélées erronées, n'ont pas tenu la route, parce que des deux côtés, des extrémistes ont tout fait dès le départ pour saboter cette démarche prudente. Il y a une autre démarche, qui est celle du prototype d'accord des accords de Genève de 2004. Les accords de Genève de 2004, ce sont une initiative volontariste avec des secteurs représentatifs de la politique israélienne et des représentants officiels qui avaient été envoyés par Yasser Arafat pour travailler sur ce modèle possible d'accord de paix. Et la logique était exactement l'inverse. C'est-à-dire que dès le départ, il fallait adresser tous les sujets, y compris les sujets qui fâchent. C'est-à-dire Et donc, souveraineté palestinienne, par exemple. ça veut dire... Ça veut dire Jérusalem. Quel est le régime d'autorité sur Jérusalem? Qu'est-ce qui se passe avec le droit au retour des réfugiés de 1948, etc., etc. Toutes ces questions qui fâchent, les questions les plus délicates, étaient adressées dans ce protocole d'accord qui reste toujours sur la table, en fait valable. Donc Et pour qui vous, est ça le serait une seul- bonne base. Parce qu'il a été négocié des deux côtés, négocié comme si c'était un accord véritable, en tenant compte des opinions publiques des deux côtés et voir ce qui était vendable des deux côtés. Et donc c'est un accord pragmatique et sur la table, tout le monde le reconnaît en Israël dans les forces de paix. Cet accord de 2004, cet accord modèle, prototype, est toujours la base d'un accord. Et pour Anthony compléter ça, Samrani. et pour compléter ça, il y a aussi le plan FAD, parce que le plan Voilà, on va y Qui allait dans le revenir. même sens, qui allait dans le même sens, qui allait dans et le même sens. qui est plus ou moins la chose sur laquelle s'appuient les hypothèses américaines qui avaient été présentées par la télévision NBC. C'est le plan saoudien, l'Arabie C'est le plan saoudite. saoudien. Voilà. Un mot, Anthony Samrani, vous pouvez réagir. Justement, ce plan saoudien qui d'ailleurs dit normalisation définitive entre Israël et les voisins arabes en échange d'un retrait total d'Israël des territoires occupés en juin 67. Ça serait ce plan de paix saoudien dont parlait d'ailleurs, qu'évoquait Joe Biden. Et qui rejoint peut-être justement la proposition que vient de faire Marc Lefebvre. C'est ça qui est très intéressant dans la situation, c'est que si on réfléchit d'un point de vue purement rationnel, Israël a tout intérêt à relancer le processus de paix et à permettre la création d'un État palestinien. Il normaliserait ses relations avec le pays arabe et musulman le plus puissant de la région, l'Arabie saoudite. Il ne serait plus perçu de la même façon par une grande partie des pays du Sud. Il s'enlèverait une énorme épine dans le pied dans ses relations avec les États-Unis, avec les Européens. Il assurerait sa sécurité sur le long terme, mais ce ne sont pas des éléments rationnels qui sont aujourd'hui à l'œuvre, sauf si l'on considère ce qui a longtemps été le calcul de Netanyahou, de se dire qu'il obtiendrait tout cela, et une partie de l'histoire lui a donné raison, sans avoir à faire la moindre concession. Est-ce que le 7 octobre a conforté les Israéliens dans l'idée qu'ils pouvaient continuer le statu quo tout en obtenant tout ce qu'ils veulent sur la scène diplomatique, ou est-ce qu'au contraire, ça a remis en question cette idée? C'est ça, à mon avis, la question centrale. Et malheureusement, je ne suis pas du tout certain que le 7 octobre ait remis tout cela en question. Marc Lefebvre, c'est vrai, le Moi, 7 je pense que octobre le 7 a empiré, octobre- vous disiez. Non, je pense que le 7 octobre a tout remis en question et a fait s'écrouler toute cette conception stratégique de la droite nationaliste, comme quoi on pouvait maintenir un statu quo et maintenir par la force et faire en sorte que les Palestiniens se tiennent tranquilles. Mais ça, c'est rationnel. Je pense que tout ça s'est écroulé d'un point de vue rationnel et d'un point de vue émotionnel. Le problème, c'est qu'aujourd'hui,
dans l'état de désarroi dans lequel se trouve la population israélienne et du fait qu'on est encore en guerre, il n'y a pas d'alternative qui vient dans le débat public. Mais c'est sûr que les bases les bases stratégiques sur lesquelles on a fait des erreurs militaires épouvantables, parce que cette conception stratégique et politique est aussi la source des erreurs militaires qu'on a fait et des négligences qu'on a fait qui ont coûté aux Israéliens des milliers de morts. Donc là, vous parlez de la responsabilité de Benyamin Netanyahou ou pas ? Oui, bien sûr, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Je veux dire, il y a encore que certains éléments, peut-être dans la presse internationale, qui croient que Netanyahou est crédible en Israël. C'est le plus grand menteur de l'histoire d'Israël, et plus personne ne le croit en Israël. Non, mais rationnellement... Personne ne le croit, mais il est toujours là. Et Oui, il gouverne. non, mais Il gouverne. En cas d'élection, il est battu, ça c'est évident. Il est fini. Mais rationnellement, vous avez entièrement raison. Le 7 octobre a montré que ce qui a été fait jusqu'ici ne tenait pas la route. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas dans le rationnel. Oui. Et que, par rapport à ce que les Israéliens ressentent comme une menace existentielle, parce que les attaques du 7 octobre, au-delà de leur bilan, qui est gigantesque, si on voit à l'aune c'était comme s'il y avait eu 10 000 morts au Bataclan, si on projette en termes de population, etc., de proportion. Mais ça va au-delà. C'est-à-dire, c'est une attaque sur les territoires même d'Israël, et non pas dans les territoires occupés, ou aux frontières, comme quand les armées arabes avaient attaqué. C'était une remise en cause de l'existence même d'Israël. On a tué des gens uniquement du fait des civils, du fait qu'ils étaient juifs. C'était pas la première fois, mais... Oui, mais là, ça avait été très fort. L'idée même d'Israël comme État où les Juifs pourraient être en sécurité, Israël né après la Shoah, etc., était mise à mal. Donc il y a une menace existentielle. Mais c'est surtout et à partir de là, on n'est plus dans le rationnel. Et c'est extrêmement compliqué parce que dans cette logique-là, on peut très bien voir pourquoi les Israéliens disent, et c'est une des choses sur lesquelles surfe Netanyahou, c'est de dire il faut que jamais plus on ne soit sous la menace. Oui. Donc il ne faut que jamais plus Gaza ne soit une menace. Il ne faut que jamais plus le Hezbollah au Liban le soit, etc., etc., etc. Ça veut dire... De ce point de vue-là, c'est un basculement énorme et c'est extrêmement difficile, à partir de là, de revenir au rationnel. Si vous voulez, moi, en tant que militant politique israélien, qui a toujours eu comme position que la paix à long terme est la meilleure sécurité pour Israël. Ces arguments, quand ils sont rationnels, n'emportent l'adhésion que d'une fraction de la population. Et après ça, il faut jouer sur l'émotionnel. C'est ce qu'avait fait Sadat. Sadat est arrivé, il a ouvert les bras, il est allé à Yad Vashem, il a parlé à la Knesset, il a renversé l'opinion publique israélienne en quelques jours. Et il en est mort. Donc il en est mort. Il en est mort, exactement. Mais ce que je veux dire par là, donc il y a une question de leader aussi. C'est que pour regagner la confiance, regagner la sécurité, puisque la population israélienne vit dans une insécurité physique et psychologique totale actuellement. Il y a un épisode guerrier qu'il va falloir d'une façon ou d'une autre qu'il se termine pour qu'on passe à autre chose. Mais ensuite, les garanties qu'il faudra obtenir pour la population israélienne pour qu'elle prenne le risque de la paix plutôt que le risque de la guerre, ces garanties sont énormes, elles seront progressives et elles ne pourront être données non seulement par les États-Unis et l'Europe avec ses limites, mais aussi et d'abord par les pays arabes. Les pays arabes, l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie saoudite ont intérêt à ce que alors, il y a ce plan saoudien dont on venait de parler. Il y a ce plan saoudien d'Arabie saoudite dont on venait de parler, qui est mis sur la table. Donc ça serait une des avancées. Ça, c'est un plan saoudien temporaire pour le cessez-le-feu, les otages, etc. On parle d'une solution politique à long terme. Là, on parle du plan saoudien de 2008 aussi, et de 2008. Oui. On va écouter Josep Borrell. C'était à l'issue de sa conférence de presse, donc il y a quelques minutes, donc à l'issue de la rencontre entre les différents chefs de la diplomatie européenne. Je crois que plus de morts, plus de destruction, plus de difficultés pour la population à Gaza et pour le peuple palestinien n'aidera pas à vaincre le Hamas ou son idéologie et n'apportera pas plus de sécurité à Israël, au contraire. Et c'est pourquoi nous devons redoubler d'efforts avec nos partenaires internationaux pour passer de cette confrontation mortelle à une solution. Anthony Samrani, une réaction peut-être à ce que vient de dire Josep Borrell.
Il a tout à fait raison. J'aimerais revenir un peu sur deux choses qui ont été dites sur le plateau. La première, la question de l'existentialité ou l'existentialisme de ce conflit pour Israël. Parce que d'un point de vue, encore une fois, rationnel, ni le Hamas, ni le Hezbollah, ni l'Iran, ni aucun des ennemis d'Israël n'a les moyens d'éradiquer l'État hébreu. Donc ce conflit n'est pas rationnellement existentiel pour Israël, mais il est perçu comme tel. Donc là, il y a un vrai effort à faire de la part des partenaires d'Israël et probablement des Occidentaux pour les convaincre justement que ce conflit n'est pas existentiel. La deuxième chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est sur les garanties que demanderait Israël pour pouvoir faire la paix. Il est tout à fait... Allô ? Oui, allez-y, on vous entend. Oui, pardon. Il est tout à fait normal qu'Israël réclame des garanties, notamment des garanties de sécurité. Mais encore une fois, on ne peut pas tout à fait retourner la situation. Aujourd'hui, Israël est une puissance occupante qui occupe la Cisjordanie, qui occupe, d'un point de vue du droit international, aussi la bande de Gaza. Et ce n'est pas, on peut pas se dire, non seulement Israël est en position de force, non seulement elle est dans la situation de la puissance occupante, et en plus, elle est en droit de réclamer toutes les garanties, il est en droit de réclamer toutes les garanties qu'il souhaite face à des Palestiniens qui n'ont rien et qui sont totalement désœuvrés. Marc Lefebvre, vous répondez ? Il y a quand même ce problème de la souveraineté palestinienne, c'est ça qui... Non, mais c'est difficile de répondre à ce genre de questions. Parce que Israël se sent beaucoup plus faible qu'il n'est objectivement et rationnellement. Mais vous savez, à partir du moment où vous sentez que vous avez une fragilité à long terme, c'est-à-dire qu'il y a aussi la menace de l'Iran derrière, il y a les dizaines et des dizaines de milliers de missiles tout prêts à bombarder tout le territoire d'Israël depuis le sud du Liban. Ce sont des réalités, ce sont des choses... Est-ce que ça justifie la réponse disproportionnée d'aujourd'hui à Gaza ? Plus la bombe iranienne dans un an. Vous parlez de réponse disproportionnée. C'est ce que dit toute la communauté internationale, en fait, qui condamne. Oui, c'est la perception de la communauté internationale. Mais toute proportion gardée, il y a moins de morts à Gaza qu'il y en a eu à Alep, en Syrie, au moment de la guerre civile. Donc, du point de vue d'Israël, on essaie de minimiser au maximum les pertes civiles et c'est pas considéré comme on fait très attention, en tout cas, il y a plus de sous 20 l'œil 000 vigilant des Américains. Encore aujourd'hui, 20 000 civils qui sont morts à Gaza, Marc Lefebvre. Encore aujourd'hui, avec ce qui se passe à Khan Younes, on fait très attention à minimiser au maximum les pertes civiles. C'est ce que vous dites ce soir, oui. vraiment, parce que il y a quand même beaucoup de civils qui meurent à Gaza. Est-ce que Israël fait vraiment des opérations et vous savez, je veux dire, ciblées, Stéphanie, à Mossoul. Oui, non, mais bien sûr, mais je parle... À Mossoul, la reprise de Mossoul contre Daesh, bien sûr, avec les bombardements de la coalition dont nous étions marginalement membres, c'était les Américains qui faisaient l'essentiel du boulot, il y a eu 40 000 morts. Et une ville rasée à 90%. Et donc, ça justifie ? Ça ne justifie rien, mais ça ne justifie rien, bien au contraire. Rien mais ne simplement justifie rien. Mais quand vous êtes face à un dilemme, où de toute façon vous êtes attaqué par une organisation terroriste qui se sert de la population civile comme bouclier humain, qu'est-ce que vous voulez faire ? Un mot en tout cas sur la société israélienne. Les proches des otages ont fait irruption à la commission des finances de la Knesset. Aujourd'hui, ils exigent que le gouvernement fasse davantage pour obtenir la libération des membres de leur famille. Et là, on va voir justement les divisions apparaître. On fait un point en image. En pleine session du comité des finances de la Knesset, des cris retentissent. Un homme, suivi d'une vingtaine de manifestants, font irruption pour demander la libération des plus de 130 otages toujours aux mains du Hamas. Juste un que j'aimerais récupérer vivant, 1 sur 3. Face aux parlementaires, l'interpellation poignante de cette femme, dont 3 membres de sa famille sont retenus en otage. Ces derniers jours, la pression s'est accentuée sur le gouvernement. Dimanche soir, comme le jour précédent, des centaines de personnes se sont rassemblées devant la résidence du Premier ministre à Jérusalem pour exiger un accord immédiat pour libérer leurs proches. Je suis ici ce soir parce que mon fils est l'un des 136 otages toujours détenus quelque part à Gaza. Cela fait 107 jours et je suis ici pour faire du bruit et dire que nous devons ramener ces otages chez eux maintenant. Nous avons besoin que tout le monde s'assoie à la même table et conclue un accord car nos 136 otages courent un grand danger.
et certains d'entre eux sont déjà morts. Selon Israël, 28 otages seraient morts. Mais Benyamin Netanyahou a annoncé dimanche qu'il rejetait catégoriquement les conditions du Hamas pour un nouvel accord de libération. Une position qui divise de plus en plus dans le pays après plus de 100 jours de guerre. L'unité affichée après l'attaque du Hamas a volé en éclats, alors qu'une majorité d'Israéliens soutient l'offensive terrestre contre le mouvement palestinien à Gaza. Les manifestations pour demander un cessez-le-feu et des élections législatives anticipées se multiplient. Nous devons nous diriger vers un accord de paix avec les Palestiniens, avec l'autorité palestinienne bien sûr. Et la seule façon de le faire, c'est de se débarrasser de la principale barrière qui est le gouvernement israélien et le Premier ministre. En parallèle, les efforts diplomatiques se poursuivent. Les ministres européens des Affaires étrangères ont reçu à Bruxelles leurs homologues israéliens et palestiniens pour tenter de trouver une solution politique. De leur côté, le Qatar et l'Égypte tentent de convaincre Israël et le Hamas d'approuver un plan pour libérer tous les otages en échange d'un retrait israélien de Gaza. Et on retrouve notre correspondante Claire Duhamel qui est à Jérusalem, juste à côté de la résidence de Benyamin Netanyahou. Claire, cette irruption des familles d'otages, des proches des otages à la Knesset, c'était un peu inédit. Oui, il faut dire que ça fait plusieurs jours que les opposants à Netanyahou multiplient les actions spectaculaires. On est ici rue Haza, c'est ici que vit le Premier ministre Benyamin Netanyahou et les manifestants ont décidé de dormir dans des tentes à proximité. Puis regardez derrière moi, vous pouvez voir ce qui est une vaste mare de sang. Les familles des otages viennent tout juste de le disperser sur le sol pour alerter bien sûr sur les conditions de leurs proches. En fait, ça fait des semaines qu'ils demandent à ce que le gouvernement les écoute. Ils pensent qu'il y a comme une opposition entre les deux objectifs du gouvernement mené par Benyamin Netanyahou. Le premier, c'est de détruire le Hamas et le second, c'est de ramener les otages vivants. Ce que demandent les Israéliens à qui je parle ce soir, c'est qu'il y ait des négociations, un cessez-le-feu. C'est ce que demande la majorité des gens, car ils considèrent que sans négociation, la stratégie de guerre du cabinet de guerre s'est révélée être un échec. Israël n'a pas parvenu à libérer un seul otage par la force. Et donc, c'est dans ce contexte qu'il multiplie les actions. Il faut préciser qu'on observe comme une véritable fracture dans la société israélienne, puisqu'il y a donc ces manifestants qui vont par exemple à la Knesset aujourd'hui, qui font ces actions spectaculaires, et puis en parallèle, une majorité d'Israéliens qui soutient coûte que coûte l'armée, le gouvernement, pour qui un cessez-le-feu est exclu. Et donc certes, ils veulent la libération des otages, mais ils considèrent que la destruction du Hamas est au moins tout aussi importante. C'est toute la difficulté dans laquelle se trouve Israël en ce moment. Merci Claire. Claire Duhamel, donc à Jérusalem. Marc Lefebvre, il y a une fracture là aujourd'hui dans la société israélienne sur justement cette question de libérer les otages avant justement de faire la guerre ou au contraire faire la guerre. Il faut bien comprendre quelque chose par rapport à la société israélienne. Cette question des otages. En Israël, chaque citoyen a un contrat avec l'État, un contrat moral, un contrat politique. Il est prêt à risquer sa vie, à faire l'armée, à envoyer ses enfants, si l'État ne le laisse pas tomber. On ne laisse pas un blessé sur le champ de bataille, on ne laisse pas un soldat israélien prisonnier de guerre, on ne laisse pas un citoyen israélien otage. Ça fait partie du contrat moral et du contrat politique. C'est un contrat rompu aujourd'hui. Oui, si effectivement ce gouvernement de droite et d'extrême droite, sous le chantage politique de sa minorité fasciste, rompt ce contrat, ce n'est pas la première brisure au sein de la société israélienne que ce gouvernement initie. Ce n'est pas le premier, mais c'en est un de plus, qui est le contrat moral qui fait la solidité de l'État d'Israël. Si ce contrat moral est rompu, c'est terrible pour les Israéliens. Or, on sait que pour libérer les otages, il va falloir lâcher quelque chose. Il va falloir lâcher des prisonniers. Il va falloir... Chaque paquet d'otages, c'est un paquet de prisonniers. Et ça, cette majorité gouvernementale actuelle le refuse. Donc le dilemme, ce n'est pas un dilemme de la société israélienne, c'est un dilemme du gouvernement. Ce gouvernement ne tient que parce qu'il refuse les conditions nécessaires pour libérer les otages. Parce qu'il y en a une centaine qui ont été libérés. Il y a déjà quelques mois, il y avait eu un cessez-le-feu. Mais chaque Israélien, moi-même, j'ai des amis
dont la famille était en partie otage et ou en partie décimée. Donc chaque Israélien est heurté, est affecté personnellement. Moi-même, je connais des gens qui ont été massacrés dans les kibbutz à la frontière de Gaza, et d'autres qui ne sont toujours pas revenus. Mais il y a une contradiction entre la stratégie de guerre de Benyamin Netanyahou et justement cette libération des otages. Il n'y a pas une question de contradiction, parce que dans l'absolu, et c'est ce qui s'est passé, on peut imaginer qu'on peut négocier, que l'on peut lire. Alors le ratio était de 1 à 3, ce qui est un ratio finalement... Mais le ratio va augmenter. Avec quand ça sera des soldats, ça sera beaucoup plus cher. Voilà. Donc il y avait ces négociations, il y a eu ces libérations, et en même temps, il y a eu après la reprise des combats. Donc théoriquement, c'est pas opposé. Mais de fait, c'est une question de priorité. Et Netanyahou, parce qu'il est effectivement... aussi avec ses ministres d'extrême droite. Mais ce n'est pas que parce que Benny Gantz et même une partie des... Gadi Eisenkot, Eisenkot qui lui... Qui veulent des élections, à raison des élections anticipées, et qui pensent à raison que Netanyahou, aujourd'hui est devenu minoritaire dans le pays, malgré tout, l'option stratégique de casser militairement le Hamas reste quand même pour eux fondamentale. Oui, mais Eisenkot, aujourd'hui, dit qu'il va falloir libérer des prisonniers palestiniens en masse. Absolument. Shaoul Mofaz, qui était l'ancien chef d'état-major, ancien ministre de la Défense, et qui est maintenant à la tête de la commission d'enquête que le chef d'état-major a appointé pour étudier les failles de l'armée. Shaoul Mofaz, dès le départ, dès le 8 octobre, a dit qu'il va falloir libérer tous les prisonniers palestiniens. Et donc, à la limite, c'est le militaire, et c'est l'échelon militaire qui est le plus prêt à des sacrifices politiques et sécuritaires pour libérer les otages, parce que c'est dans la culture de l'armée. On ne lâche pas des otages, mais donc là, on ne lâche pas des prisonniers. Là, il y a un conflit, donc, Marc Lefebvre. Entre l'armée et les politiques. Entre l'armée et les politiques. Mais au sein de l'armée, il y a des dissensions aussi ? Non. Ils sont tous favorables à cette libération des otages. Parce qu'au sein de l'armée, si vous voulez, on entend quand même des choses, on lit entre les lignes. Ils disent eux-mêmes qu'on ne peut pas, en même temps, vouloir libérer des otages et abattre militairement le Hamas. On est obligé de prendre des précautions, actuellement. Parce qu'on ne sait pas si, dans le cadre d'actions militaires, on ne va pas tuer des otages ou contribuer à ce que des otages soient tués. Donc même l'action militaire, elle est limitée par cette épée de Damoclès des Israéliens qui sont prisonniers. Anthony Samrani. Il y a des propositions qui ont été faites par le Qatar, par l'Égypte, pour un cessez-le-feu, pour la libération des otages. Encore une fois, qui aurait pu permettre de donner une perspective à tout ce conflit, parce que le drame, encore plus que la mort de milliers d'Israéliens dans un premier temps et de Palestiniens dans un second temps, le drame de toute cette séquence depuis le 7 octobre, c'est une course dans le vide. C'est un engrenage qui n'a aucun sens, qui ne s'arrêtera pas et qui n'a aucun objectif stratégique clair, et que personne ne semble être en mesure d'arrêter, y compris le président des États-Unis, Joe Biden. Donc, sur cette question des otages, je veux bien admettre que Netanyahou soit aujourd'hui un obstacle, et que si quelqu'un d'autre que Netanyahou était au pouvoir, il se comporterait différemment. Sur le reste, encore une fois, j'en dis beaucoup. Et lorsque j'entends vos invités, c'est vraiment ce qui m'interpelle et qui, quelque part, me questionne. C'est-à-dire qu'il y a une forme de déni de tout ce qui s'est passé avant le 7 octobre, au-delà de la question de Netanyahou, au-delà de la question de l'extrême droite israélienne, qui est effectivement un vrai problème. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus fondamental, qui est un déni de droit des Palestiniens, de leur droit d'exister, et qui, s'il n'est pas résolu, ne permettra à aucun moment de stabiliser et de sécuriser la situation. Marc Lefebvre, il y a un déni effectivement existentiel de l'existence des Palestiniens même. Non. Est-ce qu'il y a pas, et ça irait avec ce manque d'empathie peut-être qui existe aujourd'hui? Les Palestiniens, on les voit, ils existent, ils sont là. Le déni, c'est pas ça. Il y a une absence de confiance dans le fait qu'il puisse y avoir un jour un compromis et une coexistence. Il n'y a pas la confiance. Chacun voit chez l'autre toutes les arrière-pensées. Si vous voulez,
Même moi, en tant Est-ce que qu'il n'y a militant... pas chacun veut détruire l'autre, en fait? Mais dans non, une mais espèce vous savez, même moi, en tant même moi, en tant que militant de la paix, pour 2 États, etc., j'ai souvent, au niveau des interlocuteurs palestiniens, qui sont aussi du camp de la paix, du côté palestinien, j'entends aussi cette petite musique que derrière la solution à 2 États, il y aura de façon ultime un État binational. Ça, c'est une hantise pour les Israéliens. C'est une hantise, l'État binational. Sauf pour les partisans de la colonisation à outrance, qui, eux, sur le terrain, font un État binational. Mais si vous voulez, le problème, c'est la confiance. La confiance, ça va se bâtir avec beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et beaucoup d'interventions extérieures. Donc ça veut dire quoi? Que là, c'est la guerre longue qui va primer quand vous dites beaucoup le de temps? conflit long, mais pas nécessairement la guerre, mais une non-paix, oui. Parce qu'il y avait un exemple après les accords de 93, qui était l'exemple des manuels scolaires, qui avait focalisé l'attention de tout le monde. Les Israéliens, à cette époque-là, malgré l'existence d'extrémistes, etc., ont joué le jeu sur la découverte de l'autre, l'attention à l'autre, etc. Ça a été vrai dans une partie de la société palestinienne, assez minoritaire, mais les manuels scolaires, pour l'essentiel, continuent à expliquer que les Juifs étaient des buveurs de sang. Donc, une des bases de la confiance... Les manuels scolaires payés par la communauté européenne. Par ailleurs. Donc, une des conditions de base qui était celle, justement, pour que ce processus se réalise, qui était celle de la confiance, n'était pas là. En revanche, il y avait de la part, contrairement à ce que dit notre ami Laurent Lejour, de la part des Israéliens, à partir du moment où on croyait à l'époque à la logique des 2 États, il y avait une acceptation, alors pas de la part des plus nationalistes, mais des autres, et d'une bonne partie de la société, une acceptation du fait national palestinien. Anthony Samrani, il y avait une acceptation? Peut-être, hein, je ne mets pas la parole de vos invités en doute. Ce que je constate tout de même, c'est qu'on est en train de passer à côté de la question centrale, qui est celle de la colonisation, et qui est celle que tout processus de paix va passer par une décolonisation. Est-ce qu'elle sera acceptée, cette décolonisation? Est-ce qu'elle sera forcée? Et je vais aller encore plus loin, en admettant que les Palestiniens aient de mauvaises intentions, en admettant qu'ils ne soient pas prêts à jouer le jeu, qu'ils ne soient pas prêts à donner à Israël la sécurité qu'il mérite dans le cas où ils auraient un État. Mais ce sera beaucoup plus facile pour Israël de gérer ce type de relation d'État à État. Et ce sera beaucoup plus justifié et légitime aux yeux de la communauté internationale. Donc l'idée qu'on ne peut pas donner aux Palestiniens ce qu'ils veulent parce qu'aujourd'hui on n'a pas confiance en eux, elle me paraît non seulement contraire à la logique du droit international, mais aussi contraire à toute idée réaliste. Ce n'est pas réaliste avant tout pour Israël. Absolument. J'ai pas dit on ne peut pas. J'ai pas dit on ne peut pas. J'ai dit que c'est difficile. C'est pas la même chose. En tant qu'Israélien qui essaie de convaincre sa population, je ne dis pas qu'on ne peut pas. Mais sur cette question de la colonisation, pardonnez-moi parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. C'est vrai qu'il y a un risque de guerre civile en Israël si effectivement on décide du jour au lendemain de retirer ces colonies. Tout à fait. Et il y a colonie et colonie. Et reprenez le modèle des accords de Genève. Vous faites souvent cette distinction entre colonie et colonie. Vous avez à peu près 470 000 Israéliens qui vivent au-delà de la ligne verte. Mais il n'y en a que 70 000 qui vivent dans des colonies isolées au sein de la Cisjordanie, parcellisées. Les 400 000, ils vivent à la frontière de Jérusalem, dans des quartiers périphériques qui ont été construits au-delà de la ligne verte, mais de 1 km, 2 km. Donc la décolonisation, c'est l'évacuation de quelques dizaines de milliers de colons dans des colonies isolées. Au minimum. C'est pas rapatrier 1 demi-million d'Israéliens. Mais Marc Lefebvre, au niveau politique aujourd'hui, qui l'accepte en Israël? Parce qu'on entendait Yair Lapid qui disait que c'était même pas des colonies. Je me souviens de l'avoir entendu dire ça. Non. Donc qui l'accepte aujourd'hui en Israël, cette décolonisation? C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. L'opinion publique israélienne évoluera en fonction du démarrage d'une certaine dynamique et les choses évolueront petit à petit. Lapid s'est fait élire en faisant souvent de la surenchère nationaliste et demain, il prendra le parti des réalistes. Le problème, c'est le nombre de généraux et de militaires qui se donneront assurance et rassureront les Israéliens que c'est dans cette voie qu'il faut aller plutôt que dans la voie des politiques nationalistes. Pour l'instant, Netanyahou, on peut dire qu'il est en campagne, qu'il joue la montre. Oui, c'est un peu ça. Il joue la montre. En fait, il aura du mal à tenir jusqu'à la réélection de Trump. Ah oui. Ça vous fait rire, mais c'est ça son pari. C'est Anthony Samrani. Je pense qu'il aura du mal à tenir. Il aura du mal à tenir. Est-ce qu'il joue la montre?
Il joue la montre, c'est sûr, il joue la réélection de Trump, c'est sûr. Et le problème, c'est que la fenêtre diplomatique est extrêmement courte. Parce que, effectivement, si Trump est élu, on peut totalement oublier tout processus de paix équitable. Et Biden, plus l'élection va avancer, plus ses marges de manœuvre pour jouer le rôle qu'il devrait jouer dans ce dossier vont être réduites. Donc, on a une fenêtre de quelques semaines, voire de quelques mois. Les Israéliens devaient déjà entamer ce qu'ils appellent la troisième phase du conflit à la mi-janvier. On est pratiquement aujourd'hui le 20 janvier. Elle est à moitié entamée. C'est-à-dire que le bombardement est moins intensif que c'était il y a un mois, mais il continue. Elle est entamée. Elle est entamée, dit Marc Lefebvre. Mais à moitié entamée, dit Anthony Samrani. L'accélération des actions militaires autour de Khan Younes montre que cette troisième phase est entamée. En même temps, il y a tellement de plans qui circulent actuellement entre l'Égypte, l'Arabie Saoudite, le Qatar. Il va y avoir, à mon avis, dans les semaines qui viennent, une nouvelle phase de libération partielle des otages, moyennant un certain cessez-le-feu. C'est mon pari personnel. Et si je peux me permettre aussi, on parle beaucoup de l'échéance de Trump. Moi, je me souviens de la conférence de Madrid de 1993, où Bush, père républicain, président républicain, est celui qui a le plus forcé le gouvernement nationaliste israélien, à l'époque tenu par Yitzhak Shamir, pour engager un processus de paix. Donc je ne suis même pas sûr, si Trump était élu, que ce ne serait pas celui qui imposerait aux Israéliens une solution de compromis que les démocrates ne sont pas capables. En attendant, c'est un paradoxe, mais... Oui, ça reste un paradoxe. Et Joe Biden, quelle marge de manœuvre a-t-il? Parce qu'on voit que d'abord, il n'a pas parlé à Benjamin Netanyahou pendant un mois. Il lui a finalement parlé juste avant le week-end. Oui. Et au final, Benjamin Netanyahou a dit l'inverse. Donc il continue à résister. La marge de manœuvre est... Il a des moyens de pression évidents. Il pourrait en fait arrêter le pont aérien, ça serait ça, la marge de manœuvre. Oui, pour arriver à arrêter de livrer des munitions, etc. Mais c'est extrêmement difficile pour Joe Biden en campagne électorale, dans les deux sens. Parce que toute une partie de son électorat, parmi les jeunes, se détourne, risque de ne pas aller voter et donc de faire gagner Trump. Parce que seraient favorables justement à ce jeu, parce que Joe Biden, parce qu'il considère que Joe Biden est beaucoup trop aligné sur Israël. Et une partie des démocrates, une partie de l'électorat démocrate, et en particulier les juifs américains, sont de plus en plus critiques vis-à-vis du gouvernement israélien et ne sont pas du tout favorables à un soutien inconditionnel au gouvernement israélien. Pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas une méthode plus dure, justement, en disant, voilà, à Netanyahou, j'arrête le pont aérien? Actuellement, il joue le jeu de l'Arabie Saoudite, il joue le jeu diplomatique d'arriver à une pression. Ils veulent conserver les accords d'Abraham et redémarrer les accords d'Abraham. C'est ça la priorité de Biden, ce qu'on peut comprendre. Et c'est la priorité de Biden, c'est une relance du processus diplomatique avec l'Arabie Saoudite contre l'Iran. Et c'est dans ce cadre-là qu'il garde ses nerfs vis-à-vis de Netanyahou. Merci beaucoup, Marc Lefebvre. Marc Semo. Merci beaucoup, Anthony Samrani, d'avoir été avec nous en direct de Beyrouth, malgré les petits problèmes de son. Merci en tout cas d'avoir participé. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux, en podcast. À demain.